Merci de nous recevoir chez vous. Merci à Cherif Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop pour toutes ces informations. Très heureux de recevoir son homonyme illustre, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amine. Bonsoir. Bonsoir Abdoulaye. Vous êtes le président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, le CUDIS. Oui, c'est toujours un plaisir de venir discuter avec vous sur le plateau de TFM. Et là, vous prenez votre bâton de pèlerin et c'est pour prêcher la bonne parole. Déjà, auprès des khalifes généraux du pays, vous étiez en tournée, vous les avez rencontrés. Pour quel résultat? Oui, d'abord, c'est dans le cadre de la présentation du recueil que le CUDIS a élaboré, un recueil qui retrace ou bien qui compile tout ce que le Sénégal compte comme écrit de nos érudits en matière de paix, de vivre ensemble, de communion. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que si le Sénégal a pu résister à toutes ces, disons, cette tension que nous observons un peu partout dans le Sahel, c'est parce que nous avons un islam de paix et des personnalités qui l'ont incarné, qui par leurs écrits, par leur comportement ont laissé à ce pays cette culture de la paix. Et aujourd'hui, il est important que nos enfants, peut-être qui n'ont pas bénéficié de cette éducation-là, puissent voir revivifier dans le système d'enseignement cette culture de la paix, cette éducation à la culture de la paix que nous pensons qui va monter dans leur ADN pour pouvoir un peu juguler un peu toutes ces tensions que nous vivons aujourd'hui. Nous pensons qu'il y a une génération peut-être qui a peut-être pas vécu cette éducation de la paix. Je ne dis pas que c'est une génération perdue, mais il est temps de rattraper ce qui peut l'être. Et c'est pourquoi nous avons mis en place ce recueil. C'est un recueil de combien de pages? 240 pages, avec bien entendu du français et de l'arabe. Bien entendu, c'est ce que nos plupart de nos écrits, de nos érudits ont écrit en arabe. Donc nous avons traduit ces recueils, mais aussi tout ce que le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comporte comme message de paix. Et cela est un recueil donc qui servira de source d'inspiration pour des manuels scolaires que nous avons proposés au chef de l'État d'abord, à qui nous l'avons présenté, mais aussi à tous les guides religieux que compte le Sénégal. Nous allons aussi à la rencontre des différentes universités, des institutions comme l'IFAN, comme la plupart en tout cas des institutions de recherche du pays recevront ce recueil, et ce recueil qui servira aussi de base de travail pour d'autres scientifiques afin de vulgariser la culture de la paix dans notre système éducatif. Un recueil qui peut servir de bréviaire dans ce contexte, et ça arrive à point nommé Cheikh Tidiane Sy Al Amine pour un retour à la paix sociale. Donc vous l'avez dit, vous avez rencontré des guides religieux et vous n'avez pas fait abstraction de la situation nationale. Qu'est-ce que ces guides proposent de faire ou peuvent faire? Bien sûr, après avoir rencontré d'abord le calife Cheikh Mohamed Mahi Niasse de Medina Baye, hier nous étions à Touba pour rencontrer le calife général des Mourides, et dans la soirée nous avons rencontré le calife général de Niassane. Et c'était d'abord pour magnifier le rôle que ces guides religieux ont toujours joué pour la préservation de la paix. Nous nous rappelons du mois de mars 2021 où ils sont intervenus en concert pour, disons, ramener à la dernière minute, en tout cas nous éviter un basculement lorsque la situation quand même était devenue très difficile. Et depuis lors, c'est vrai, nous, à notre niveau, à notre disons, bas niveau, si je peux m'exprimer ainsi, nous avons essayé, à la suite de ces actions, de proposer une charte de non-violence. Vous vous rappelez de cette charte de non-violence qui a fait des émules. Mais nous nous sommes dit que notre rôle, ce n'est pas d'appeler les gens à la paix. Notre rôle, c'est de mettre en place les conditions pour que nos guides religieux puissent s'exprimer convenablement. Et là, je pense que nous avons dépassé même le temps de l'appel à la paix. Nous sommes au temps de l'action pour ramener la paix. Parce que les problèmes que nous vivons aujourd'hui ont dépassé aujourd'hui les grandes déclarations. Nous voyons comment les choses commencent à se dégénérer avec des appels à
à brûler des maisons, des appels sur Internet qui, je pense, n'augurent rien de bon. Nous l'avons vu en Côte d'Ivoire. Ça a commencé comme ça, avec des appels de certaines personnes, certains politiques, à brûler des maisons, etc. etc. Et c'est ça qui a amené la situation de la Côte d'Ivoire, qui a engendré 3000 morts. Nous, aujourd'hui, avec une vingtaine de morts, nous n'avons pas l'habitude de ce genre de situation. Nous pensons qu'il est temps que les guides religieux, non khalifes généraux, prennent, je ne dis plus le micro pour parler, mais qu'ils prennent leur bateau de pèlerin pour siffler la fin de la récréation. Parler aux hommes politiques afin qu'ils assument leurs responsabilités historiques pour la préservation de la paix dans ce pays. C'est le message en tout cas que nous avons apporté avec le Khalif, qui, dans sa réponse, nous a réconfortés d'abord dans notre rôle de facilitateur pour la préservation de la paix, et s'est engagé. Il était déjà même, il a bien dit dans son discours, que j'étais sur cette même lancée. Mais votre appel m'a encore conforté pour que je m'engage encore plus pour, disons, appeler à la paix, ramener les différents belligérants à une table de négociation. Parce que nous pensons que rien ne peut se faire sans la négociation, rien ne peut se faire sans le dialogue, même s'il peut y avoir des déclarations, des postures politiques, nous le comprenons, mais cela n'empêche que, en dehors de ces postures politiques, les gens doivent se parler directement, ou bien se parler par personne interposée. Par d'autres canaux, oui. Mais il faut jamais rompre le fil du dialogue dans un pays, au Sénégal, qui a une tradition de dialogue, une tradition de maslaha, une tradition de palabres. C'est cela comme ce que nous avons forgé ce pays-là, et nous pensons que les hommes politiques vont revenir à de meilleurs sentiments afin que cette tradition de dialogue du Sénégal soit préservée. Alors on comprend que vous avez trouvé oreille attentive auprès des khalifes généraux, mais qu'en est-il pour ce qui est des politiques qui sont les principaux concernés? Je vous le cache pas, c'est difficile avec les politiques. C'est vrai, l'État est dans une posture de respect des institutions, en tout cas de mettre les gens dans une posture de respect des institutions. Nous comprenons cette posture. Une opposition aussi difficilement prenable, dans une posture parfois même de survie à la limite, si je peux m'exprimer ainsi. Nous comprenons ces postures-là, mais cela ne devrait pas empêcher. On a vu Abdoulaye Wade négocier quand il était en prison. Aujourd'hui, aucun des leaders politiques n'est en prison. On a vu dans le passé des Nelson Mandela négocier. On a vu avec un pouvoir de l'apartheid blanc. Donc, ce qui veut dire que la négociation n'a jamais été un moment de faiblesse, c'est pas un signe de faiblesse. La négociation, c'est une posture stratégique que nous pensons que chaque homme politique, nous sommes dans la politique, c'est eux-mêmes qui disent que ce n'est pas de la religion, nous sommes dans la politique. Donc il faut qu'ils comprennent qu'ils sont dans la politique, et la politique voudrait que ça soit au Sénégal ou par ailleurs, qu'il y ait des compromis, parfois même des compromissions entre eux politiques, afin d'arriver à des situations où on coupe la poire en deux, ou bien en quatre même parfois, pour arriver à des situations de sortie de crise. Donc nous pensons que les hommes politiques vont revenir à de meilleurs sentiments afin qu'on puisse arriver à dénouer cette situation. En tout cas, vous vous démultipliez pour arriver à cet objectif avec ce matin à l'IFAN, sur invitation du laboratoire d'islamologie, une conférence que vous avez tenue, l'occasion de revisiter un peu l'histoire politique du Sénégal, mais particulièrement le rôle joué par les religieux dans cette histoire. Oui, je l'ai dit à l'entame de mon propos, que historiquement, les religieux ont toujours joué un rôle de soupape de sécurité pour nous éviter le basculement. C'est vrai. Les gens oublient qu'il y a eu énormément de tensions sociales. La démocratie sénégalaise, j'ai l'habitude de le dire, soit elle manque de maturité, ou bien elle a été tropicalisée, parce qu'elle nous a habitués à des tensions à chaque période électorale, malgré qu'on vote au Sénégal depuis 1848, mais chaque élection est l'occasion pour ramener ou bien chaque période préélectorale est l'occasion, période pré- ou post-électorale nous a habitués à des tensions sociales. Mais
nous pensons que ça a été l'occasion aujourd'hui de rappeler ce rôle historique de guides religieux dans la préservation de la paix pour éviter au pays le basculement. Et c'est dommage que nous constatons que ces mêmes religieux sont mis parfois en mal par des invectives et ces derniers ressorts doit être préservé. Nous pensons que ce dernier ressort de notre société qui nous a, comme on dit en Wolof, qui nous a valu de belles choses dans le passé, parce que nous pensons que si le Sénégal n'a pas basculé comme les autres pays, c'est parce que ces guides religieux ont joué ce rôle-là. Parfois même, on peut le reconnaître sur la base de la manipulation des politiques, parce que c'est souvent quand ils sont dos au mur qu'ils acceptent la médiation des religieux. Nous comprenons cette manipulation, mais nous pensons qu'elle est utile lorsque elle peut nous permettre d'avoir la paix. Maintenant, il ne faut pas, je pense, et ça a été un peu un sujet qui a été débattu lors de notre rencontre de ce matin, il ne faut pas qu'on reste dans une logique où le chef religieux est toujours perçu comme une soupape de sécurité. Il faut parfois qu'on puisse changer de paradigme pour que, à la veille de chaque élection, à la veille ou bien après chaque élection, qu'on puisse avoir 10 morts, 15 morts, 20 morts. Nous pensons que le Sénégal doit dépasser ce stade-là. La démocratie sénégalaise doit dépasser ce stade. Et pour cela, il va falloir qu'on puisse aller vers l'institutionnalisation de certains schémas. Certains schémas de relations entre la politique, la religion et la société. Nous pensons qu'il est important aujourd'hui de réfléchir. On n'a pas encore atteint la maturité, mais il faut encore commencer à réfléchir sur comment institutionnaliser ces religieux afin de lui permettre de jouer Justement, j'allais vous poser la question, mais juste avant, est-ce que vous comprenez, et au fil de votre conférence, est-ce que c'est ressorti, ceux qui ne comprennent pas ou qui n'acceptent pas ou qui dénient le droit aux religieux d'être engagés politiquement? Oui, c'est une question que je peux dire assez sensible. Est-ce qu'aujourd'hui le religieux doit être un homme politique? Il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on appelle homme politique. Est-ce que c'est un acteur qui vient en tant que belligérant, entre guillemets, parce qu'il y en a, oui, dans ce concept. Est-ce que c'est un souteneur? Parce qu'il y a des religieux. Il y en a également. Et qui interviennent en tant que médiateurs. Parce que aussi on peut... Là également, il y en a. Donc il y a les trois postures aujourd'hui. Et je pense que lorsqu'on est dans une posture, il est difficile de passer dans l'autre. Lorsqu'on est déjà acteur ou souteneur politique, il est difficile de rentrer en tant que médiateur. Maintenant, il va falloir que les politiques, ou bien les religieux qui rentrent en politique, choisissent leur camp. Est-ce qu'ils sont dans le camp de la médiation, ou bien est-ce qu'ils sont dans le camp de l'action politique en tant que parti pris? Je pense que il n'est pas toujours, même si j'ai du respect pour ceux qui ont fait ce choix, il n'est pas toujours indiqué, et ça c'est dans le contexte de l'islam soufi sénégalais, parce que l'islam ne fait pas de distinction entre la posture politique et la posture religieuse. Et tout est dans le même giron. On ne peut pas gérer un pays, et cela pose même véritablement un problème dans la gestion de ce qu'on appelle les mu'amalat dans le jargon islamique, qui sont les relations entre les humains dans le cadre, par exemple, le code civil, en tout cas tout ce qui, la charia, tout ce qui touche les relations entre les humains doivent être gérés dans le cadre de l'État. Et c'est ça parfois qui pose problème. Les problèmes de laïcité, on l'a évoqué ce matin, nous pose problème aujourd'hui. La laïcité, en tout cas telle nous la vivons aujourd'hui au Sénégal, pose problème. Est-ce que c'est une laïcité de négation de la religion? Est-ce que c'est une laïcité où, à la carte, où on utilise dans la religion que les aspects qui nous intéressent, et le reste, bon, on reste dans les aspects festifs, Magal, Touba, où on fait venir une autorité religieuse, une autorité politique, ou bien intervenir pour la représentation. Je pense que c'est des questions qui sont importantes et qui doivent être, disons, discutées pour qu'on change un peu de paradigme, qu'on ne reste pas dans un schéma, d'autant plus que le profil des religieux changent, le profil des citoyens change. On n'est plus dans les danoukat, comme on dit, les gens qui absorbent tout
venant de la religion. Aujourd'hui, nous avons un profil de citoyens qui n'acceptent pas tout venant des religions. Et donc, il faudrait que les religieux puissent se remettre en question aussi, là où ils étaient dans une posture où leurs ancêtres, leurs pères avaient cette latitude à guider les gens dans la voie, en tout cas où ils pensaient que c'était la bonne voie. Nous avons la posture aujourd'hui de résistance dans les sociétés qu'il va falloir convaincre afin de faire régner la paix, afin de gérer notre cité. Finalement, Cheikh Tidiane Sy Al Amine, le dialogue national tombe à point nommé avec ce que vous avez entamé comme négociation, comme tentative de renouer le fil du dialogue entre politiques. Ce dialogue est lancé ce mercredi 16h au Palais de la République. Vous êtes conviés? Oui, nous sommes conviés en tant qu'organisation, le cadre unitaire de l'Islam au Sénégal, qui, l'année dernière, au mois de janvier, lorsque nous avons été reçus par le président de la République, nous lui avons demandé, c'était à la veille des élections locales, on va demander d'ouvrir en tout cas des larges concertations avec les politiques, puisque nous avions senti, il était perceptible à ce moment-là des tensions. Et on approchait d'élections locales, suivies d'élections législatives. On pensait que cette concertation pouvait permettre d'aller vers ces élections de manière très apaisée. De manière générale, vous serez porteur de quelle proposition? Sur le dialogue national? Oui. Non, je pense qu'aujourd'hui, d'abord, dans un dialogue, il ne doit pas y avoir de questions taboues. Je pense qu'aujourd'hui, les politiques doivent pouvoir venir au dialogue en posant sur la table toutes les questions qui les intéressent. Et l'État aussi doit avoir cette ouverture pour analyser toutes les requêtes des politiques et trouver des solutions. Maintenant, il est évident qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur tout. J'ai entendu souvent en tout cas, certains hommes politiques fustiger le fait que oui, il y a eu des dialogues dans le passé et qu'on ne s'est pas entendu. Je dis, mais c'est normal. Lorsqu'on est dans un pays où on a des idées différentes, il est normal que les gens discutent. Sur des questions, on peut s'entendre. Sur d'autres, on ne s'entend pas. Moi, je pense que c'est très normal cela. Maintenant, il est important que les gens se parlent, qu'on sache jusqu'où on peut être d'accord et jusqu'où on ne peut pas être d'accord. Mais il y a des questions essentielles pour moi sur lesquelles les gens doivent être d'accord. Les conditions d'aller à des élections présidentielles. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de parrainage. On a parlé de personnes qui sont... De l'éligibilité de certains candidats déclarés. Et même, peut-être que c'est un peu tard pour certains, mais je pense que des personnes qui ont maille avec la justice auraient pu venir au dialogue et discuter sur les problèmes qu'ils pensent être victimes, sur lesquels ils pensent être victimes, et poser ça sur la table. Et ils peuvent maintenant être d'accord sur certaines choses ou ne pas être d'accord sur certaines choses. Je pense que cela n'est pas un problème. Nous pensons que nous avons été une organisation qui a toujours prôné le dialogue, parce que nous pensons que c'est avec le dialogue qu'on arrive à des consensus forts qui permettent de régler les questions électorales, mais de régler d'autres questions, le problème des problèmes économiques, le gaz, le pétrole. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et il y a des questions, le chômage des jeunes. Je pense que ce sont des aspects sur lesquels l'État peut rendre compte à l'opposition et aussi demander leur avis par rapport à certaines politiques qui sont menées. Quitte à maintenant réfléchir, est-ce qu'ils veulent les mettre en œuvre ou pas, parce que c'est eux quand même, jusqu'au 25 février 2024, c'est le président de la République de ce pays et le président Macky Sall, et quitte à ce qu'ils mettent en place les conditions de mise en œuvre de ces propositions, ou bien qu'ils pensent que non, ce sont des conditions qui ne l'agréent pas. Mais je pense que le dialogue est important dans ce pays, surtout lorsque on est dans une situation où il y a des questions en suspens. Des questions en suspens qui doivent être traitées avant d'aller aux prochaines élections. Et peut-être qu'à ce dialogue, vous pourrez poser, vous l'avez évoqué, le rôle que doivent jouer les religieux, ou les guides religieux en tout cas, pour plus d'efficience, un rôle institutionnel. Nous allons au dialogue dans leur intervention dans l'espace aussi bien politique que public. Oui, nous allons au dialogue
d'abord en tant qu'observateurs. Parce que nous ne sommes pas parti pris disons des questions politiques. Nous sommes un peu un facilitateur. Mais vous faites faire porter des propositions. Évidemment, nous, maintenant, il est évident que c'est un sujet que nous portons toujours. Il y a 2 questions que nous avons évoquées lorsque nous avons rencontré le président il y a quelques années, il y a 1 an derrière. La première question, c'était l'institutionnalisation du religieux. Quelle place du religieux? Et quand on parle du religieux, on parle de l'imam qui n'a pas de statut, on parle du prêtre qui n'a pas de statut dans notre arsenal institutionnel. On parle du oustas, le oustas qui donc quand on parle de religieux, ce n'est pas uniquement le guide religieux. Et qui pour certains déjà collabore dans un cadre institutionnel avec l'État. Avec l'État. On parle aujourd'hui de recrutement de maîtres coraniques dans l'État du Sénégal, par l'État du Sénégal. Il va falloir mettre en place des schémas institutionnels pour d'abord la qualification de ces maîtres coraniques. Et donc, tout cela, ce sont des questions pour moi qu'il faudrait poser dans le cadre de ce dialogue. En tout cas, nous, c'est une question que nous avons posée, l'institutionnalisation du religieux. Et la deuxième question que nous avions même fait dans le cadre d'un mémorandum que nous avons donné au président de la République, c'était le statut des Dara. Aujourd'hui, c'est une question très cruciale qui interpelle le Sénégal même au niveau des instances internationales. On parle d'exploitation des enfants dans la rue et cela donne des notations très négatives pour notre pays. Nous pensons qu'il est temps que l'État du Sénégal prenne en charge par un plan Marshall les Dara et qu'on puisse avoir je le disais dans une de mes interventions ce matin, qu'on puisse avoir un système éducatif unique. C'est cela le combat. On ne peut pas continuer à avoir un système éducatif avec un pied bien entretenu, bien solide, et un autre pied clopin, qui n'est pas entretenu et qui, à la fin, donnera 2 types de Sénégalais. Et inéluctablement, il y aura une confrontation entre ces 2 types de Sénégalais. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Sy Al Amine. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.